Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café au format week-end. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous retrouver pour un épisode complémentaire à l'actu de la semaine. Si vous aviez envie de suivre l'actualité hebdomadaire de la tech comme on le fait chaque semaine, forcément, écoutez l'épisode précédent du flux du podcast Tech Café. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir plus d'infos dans le monde de la tech, ou peut-être que vous êtes très très intéressé pour en savoir plus sur le monde des NFT. On va en parler dans cet épisode. Je suis accompagné pour ce sujet ambitieux de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ouais, salut. Ben moi je suis toujours là, je m'incruste de toute façon quoi. Dès qu'il y a un truc qui s'appelle Tech Café, je suis là. Ouais. T'es toujours dans le studio. Merci de ta fidélité évidemment Guillaume. Et puis on a l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qui va savoir, je pense mieux que quiconque, parler de ce sujet des NFT dans cet épisode. C'est Simon Ram. Salut Simon. Salut, enchanté. Bah écoute, merci beaucoup de te joindre à nous pour cet épisode. On va te donner des éléments de contexte. Tu es derrière une entreprise qui bosse très activement sur les NFT, qui s'appelle Rarecube. Est-ce que je dois le prononcer à l'anglaise ou à la française d'ailleurs ? C'est toi qui choisis, on peut dire Rarecubes ou Rarecube. Écoute, on va rester sur du français, du Rarecube alors. Et puis surtout, tu as une qualité indéniable, c'est que tu écoutes Tech Café. Tu as écouté plusieurs de nos épisodes dans lesquels, forcément, on n'est pas toujours tendre sur les NFT. On essaye de donner une vision assez complète de ce sujet, mais c'était hyper intéressant d'avoir au fil de l'eau tous tes retours que tu as pu nous faire par message, où déjà tu soulignais le fait qu'on disait pas que des bêtises, ça c'est déjà peut-être important à souligner, loin de là j'ai l'impression, et en revanche tu trouvais peut-être que sur certains aspects on pouvait être un petit peu dur en matière de perception sur les NFT, et je crois que dans les retours que tu nous faisais, tu avais des retours qui étaient très pragmatiques, très objectifs, et qui étaient à mon sens très intéressants à partager. Donc ça va être l'objet de cet épisode. Je voudrais faire juste un petit disclaimer avant qu'on discute tous les trois sur ce sujet des NFT, c'est que cet épisode n'est en rien sponsorisé, il n'y a pas eu de contrat de médiatisation, il n'y a pas eu de publicité, c'est vraiment suite à des échanges qu'on a eu individuellement par message qu'on a organisé l'enregistrement de cet épisode, et je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à apprendre, à vous faire découvrir. Voilà, c'est l'objet de cet épisode. Du coup, première chose, Simon, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter, non pas en tant que voix de Rarecube, mais peut-être plus personnellement, toi, qui es-tu, Simon ? Tout d'abord, enchanté, merci, je suis vraiment ravi de rejoindre ce podcast que j'écoute assez régulièrement et que je trouve vraiment bien articulé et toujours de très grande qualité sur tous les sujets. C'est vrai que j'entends souvent parler de NFT lors du podcast, et comme tu l'as dit, je trouve que les interventions sont souvent de très bonne qualité. Et puis effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. C'est un marché qui est totalement immature aujourd'hui, et donc on voit un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Il faut pas se le cacher. Pour autant, moi je suis un grand fervent de ce qu'on appelle le Web3 et de tout ce qu'il pourra apporter via notamment aussi les NFT. Mais à côté de ça, c'est vrai que moi j'ai une vision un peu pragmatique du marché, et je pense que le marché d'aujourd'hui est très loin de ce que sera le marché de demain sur plein de sujets, et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus lors de l'émission. Donc pour me présenter, je m'appelle Simon, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle WeConnect Technologies, dans laquelle il y a le studio Rarecubes, qui est une nouvelle activité, enfin elle a un peu plus d'1 an maintenant, mais qui accompagne des acteurs de l'entertainment au sens large, beaucoup sur le marché de la musique et du sport, sur leur onboarding du Web3 et sur leur campagne NFT en particulier. Initialement, moi je suis issu d'études informatiques et de management. J'ai commencé ma vie en tant que consultant IT dans le monde bancaire, et j'ai très vite compris que j'étais pas du tout à ma place, donc j'ai vite repris une année supplémentaire pour me spécialiser dans l'entrepreneuriat, et je me suis ensuite lancé corps et âme dans l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai créé pas mal de projets, on peut appeler ça start-up si on veut, avec des fortunes diverses et variées. J'ai créé un site qui s'appelait BadJob en 2010-2012 sur du recrutement, du gambling, gaming. Ensuite, j'ai créé WeAfoot, qui était une plateforme pour trouver des joueurs de Five en 2014-2015. Ensuite, j'ai eu un studio d'applications mobiles qui avait créé Foot Quiz, un quiz qui a eu un beau succès avec plus d'1 million de téléchargements sur les stores. Et
ensuite est arrivé WeConnect Technologies, et à partir de laquelle on a créé plusieurs outils, des outils, on va dire Web 2, appelons ça comme ça, puisqu'on va faire une différence entre le Web 2 et le Web 3 lors de l'émission. On a créé Plus et WeListen, c'est une solution de présence digitale, un peu entre Linktree et Wix, c'est-à-dire qu'on partage tout son univers digital et ses liens avec un petit lien qu'on peut mettre en bio sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a ensuite fait un spin-off qui s'appelle RareCubes depuis 2020, et on s'adressait notamment à nos clients qui étaient déjà sur Plus et WeListen dans l'entertainment pour les onboarder sur ces nouveaux usages qu'offre la blockchain et les NFT. Donc voilà. Et à titre personnel, moi je suis collectionneur de NFT depuis 2017, on va dire. J'ai vu la sortie d'OpenSea, j'ai vu les premières collections, j'ai acheté des CryptoKitties au tout départ, je n'ai pas acheté de CryptoPunks parce que je trouvais ça vraiment horrible et je m'en veux un petit peu aujourd'hui, et voilà. C'est hyper intéressant de voir effectivement que tu as pas attendu la hype de 2021 autour des NFT, mais que tu fais partie ce qu'on appelle des early adopters. Peut-être pour situer un petit peu aussi RareCubes et voir la dimension que ça représente. Est-ce que tu peux nous citer des clients qui vont pas être des exclusivités, des découvertes dans cet épisode, puisque ça peut être des clients que vous avez que tu affiches sur le site web, mais est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, on travaille avec le groupe Believe, qui est un des premiers distributeurs musical en Europe et dans le monde. On travaille aussi avec le LOSC, notamment un club de football, mais on travaille sur un gros projet là avec 5 clubs de football européens. Sur Lille, malheureusement, Lille qui s'est pris malheureusement à 2-0 face à l'Amiens SC. Je suis désolé de le souligner au passage, si je dis pas de bêtises. C'est possible, et qui joue ce soir contre le Paris Saint-Germain. Enfin, ce soir, ce sera pas au moment où on enregistre. Voilà, c'est ça. Donc on verra bien quelle sera leur fortune à ce moment-là. Et puis sinon, on travaille aussi avec le groupe Warner Music en France, et puis avec des marques aussi fashion, appelons ça comme ça. Voilà, donc on a des clients de différents types, et ils ont tous leur propre stratégie en jeu et cible, et nous, notre travail, c'est de les accompagner le mieux possible et les conseiller dans cet univers qu'ils découvrent pour beaucoup. Ils nous contactent parce qu'ils voient passer énormément de choses et ils se disent on veut pas rater ce tournant-là, mais pour autant ils ont pas forcément on va dire une stratégie bien élaborée ou un projet bien défini. Donc on a une grosse partie aussi d'accompagnement et d'éducation auprès de leur équipe d'abord, et puis ensuite eux ont on va dire un gros travail d'éducation de leurs propres clients s'ils veulent les amener sur ce marché-là, et on verra qu'il y a beaucoup de freins à l'adoption mainstream de ces technologies-là. Alors, on va articuler notre épisode en deux petites parties, on va dire, ou deux grosses parties selon la nature de nos échanges. Un qui sera peut-être un petit peu plus reposer les fondations de la pédagogie, de ce qu'est un NFT, du fonctionnement, de ce qu'on peut en penser. Et puis, tu as des visions assez personnelles et des recommandations sur le domaine des NFT que tu pourras nous partager peut-être dans une deuxième partie. Pour terminer ce tour de piste de présentation plus personnelle, qu'est-ce qui fait qu'en 2017, comme tu le dis, à titre individuel, tu choisis d'acheter des NFT, alors que, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment pas un sujet qui occupait le cœur de l'actualité des nouvelles technologies, où on parlait pas encore forcément, évidemment, de ce qu'on appelle aujourd'hui de Web 3, c'est-à-dire d'une vision du web qui se veut portée par une décentralisation. C'est quoi ta motivation personnelle à t'être intéressé là-dedans ? Pour être franc, je ne me souviens plus exactement. Bon, depuis 2016-2017, je regardais le marché des cryptos par intérêt, on va dire, personnel, ou tout simplement aussi j'étais dans un écosystème où il y avait plein de startups autour de nous, et il y avait certaines startups qui commençaient à construire soit des protocoles. J'ai eu la chance de connaître l'équipe qui a créé le protocole Colored Coins, enfin en tout cas qui a implémenté ce protocole-là sur une startup qui s'appelait Chromaway. Donc ça m'a évidemment intéressé à toutes ces problématiques-là. C'est un peu l'ancêtre des smart contracts. Colored Coins, c'était sur Bitcoin, donc sur la blockchain Bitcoin, et c'était la première fois qu'on rajoutait des metadata au-dessus de transactions Bitcoin. Donc ça, c'est peut-être sûrement ça qui m'a attiré un petit peu vers ce domaine-là, et j'ai vu sortir la news qu'une nouvelle marketplace sortait qui s'appelait OpenSea. J'ai été voir, et j'avoue que quand j'ai vu un petit peu le mécanisme et j'ai vu que c'était un nouveau produit technologique, et je suis un technophile, je me suis dit pourquoi pas tester, acheter. À l'époque ça coûtait rien, donc c'était pas des investissements comme à l'époque. J'ai acheté mes premiers CryptoKitties, ils ont dû me coûter 75 centimes. Ils valent toujours rien aujourd'hui parce qu'il y en a maintenant, je crois, 2 millions ou 20 millions, je sais plus. Donc ça a pas été un succès. Enfin, j'ai pas pris ça sous forme, on va dire, spéculative, mais vraiment plus pour découvrir la technologie en l'utilisant. Par contre, ce que je peux souligner
c'est que on a créé nous en 2018. Alors on s'appelait pas encore Rarecubes, mais c'était au sein de la même société, une app décentralisée qui s'appelait CryptoFooties et qui était à peu près sur le modèle de CryptoKitties. C'était on générait des joueurs de football sur la blockchain avec des critères aléatoires. Ça pouvait aller de leur maillot, leur équipe, leur nom, leur design et même leurs statistiques. Ça ressemblait un petit peu à Flûte, sauf que nous on les faisait pas copuler ensemble pour créer des joueurs de foot. C'est dommage. Voilà, c'est ça. Mais voilà, on a énormément appris et justement ces premiers projets CryptoKitties pour moi c'était une révélation. Waouh, on peut créer des tokens comme ça qui vont avoir des statistiques complètement randomisées et donc on s'est lancé là-dedans et c'est ça aussi qui nous a permis en 2020 d'avoir une certaine on va dire pas crédulité, un certain crédit quand on allait voir certaines entreprises parce que en 2020-2021 il y a eu peut-être une trentaine de studios en France qui sont nés et qui n'avaient pas forcément ce passif-là et cette histoire-là et ça a dû compter également quand on a fait nos premières présentations pour accompagner des groupes. Donc voilà. Ouais, je pense que dans le monde du NFT, il y a indubitablement, compte tenu de la mode, j'oserais dire la hype du sujet, il y a indubitablement plein d'acteurs qui se créent. Là, ce qu'on peut clairement pas, je pense, vous reprocher, te reprocher toi dans ta démarche, c'est que c'est quelque chose qui t'a intéressé dès les premiers fondements techniques. Donc effectivement, il y a une forme de conviction sur le sujet et ça c'est très cool. Alors, on va aborder un sujet encore une fois un peu pédagogique, de rappeler un peu aux auditeurs de quoi on parle en fait tout simplement quand on parle de NFT. Alors deux préalables avant de te relancer spécifiquement sur certains aspects, c'est qu'il y a un épisode de Tech Café Weekend qui est sorti il y a quelques jours qui parle de la blockchain, qui n'est pas vitale pour comprendre les mécanismes des NFT, mais ça aide évidemment beaucoup. Alors si vous voulez nous faire une infidélité là au moment où on aborde ce sujet dans l'épisode, pour écouter d'abord l'épisode de blockchain où Guillaume Poggiaspala a fait un exposé sur lequel on a eu pas mal de retours très positifs, n'hésitez pas à le faire. Et puis le deuxième préalable, c'est que justement pour reciter Guillaume Poggiaspala qui est présent dans cet épisode, je te fais confiance Guillaume pour attraper au vol les sujets qui nécessiteraient d'être clarifiés, approfondis dans nos échanges et puis aussi qu'on se challenge les uns des autres en discussion. Avant qu'on enregistre l'épisode, il y avait des discussions hyper intéressantes, notamment entre Simon et Guillaume, et je voudrais qu'on puisse les revivre durant cet épisode, donc je vous fais confiance à tous les deux. Allez, sans autre forme de procès, est-ce que tu peux tout simplement, en quelques minutes, Simon, nous rappeler ce qu'est un NFT ? Ouais, sans problème. Je vais commencer par le début. Avant tout, NFT c'est un acronyme pour non-fungible token, jeton non fongible. Qu'est-ce que c'est que la non-fongibilité ? C'est le fait que deux jetons ou deux objets ne soient pas interchangeables, contrairement aux jetons de type crypto-monnaie où parlons même des billets de banque, échanger de billets de 20 euros entre eux, c'est absolument équivalent, ils ont la même valeur intrinsèque et les mêmes données, on va dire. Un NFT, au contraire, il contient des données uniques et différenciantes et sont donc pas interchangeables. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir la même valeur et qu'on peut pas les échanger à valeur égale, mais en tout cas, ils n'ont pas les mêmes données. Et pour le deuxième point, les caractéristiques qu'ils définissent, il y en a 4 principalement. Il y a le créateur de ce NFT, celui qui va le minter, ce qu'on appelle minter, c'est l'émettre en fait sur la blockchain. Il a un identifiant de token qui est unique et inaltérable. Il a un contenu, donc ça c'est le troisième paramètre, un contenu. On parle de metadata. Très souvent c'est un lien URI de référence vers un fichier et ce fichier, c'est souvent un fichier de type JSON qui a plusieurs valeurs, un contenu principal, ça peut être n'importe quel type de document, une description, et après différentes valeurs. Et il peut y avoir donc un nombre quasi limité de constantes ou de variables. Elles peuvent être variables dans le cadre où le NFT serait dynamique et non pas statique. Ça, on y reviendra peut-être plus tard pour savoir quel type de NFT peuvent exister et quel sera l'avenir du NFT. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de NFT dynamiques qui seront moins statiques, on va dire. Et ensuite, le dernier champ, c'est le propriétaire actuel. Donc c'est une adresse très souvent en hexadécimal qui représente l'adresse du propriétaire. Et enfin, pour finir, si on veut bien comprendre ce qu'est un NFT, il faut se pencher sur le code qu'il définit, c'est le smart contract. Donc le smart contract dont il est issu, il est déployé par un wallet émetteur, c'est celui qui crée la collection auquel il appartient.
Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est un smart contract. Si vous voulez, en 2 mots, je peux expliquer ce que c'est, mais de manière plus visuelle, très visuelle. Donc c'est simplement une base de code qui définit les grandes règles liées à la propriété et au transfert de ce token. Donc il régit les tokens d'une collection et notamment la façon dont ils peuvent être créés, transférés et comment ils peuvent évoluer. Donc pour simplifier vraiment au maximum, en fait, si on se penche sur l'aspect technique, c'est très très simple. Un NFT, c'est simplement, enfin le smart contract, c'est simplement un tableau avec on va dire 3 colonnes. Pour vraiment simplifier, il y a le token ID, qui est, comme je le disais, juste l'identifiant dans ce tableau-là, l'URI qui pointe vers les métadatas, et le propriétaire actuel. Et lorsqu'on devient propriétaire d'un NFT, on gagne le droit d'écriture pour éditer la donnée propriétaire, donc pour le transférer. Après, on peut le transférer en le vendant, etc. Mais c'est aussi simple que ça. C'est vrai, conceptuellement, c'est extrêmement simple, un NFT, et la valeur provient plutôt, en réalité, de tout ce qui est dans les métadatas, donc la description de l'objet, qu'est-ce qu'on transmet. Mais on va dire schématiquement, c'est assez simple à comprendre. Voilà. Guillaume, la description, tu abondes la description? Oui, qui suis-je pour ne pas abonder la description? Non, oui, effectivement, il faut bien voir que le NFT, c'est globalement, pour encore sursimplifier, c'est une métadonnée qu'on écrit sur une blockchain. Donc il y a pas vraiment de données dedans parce que c'est pas le but, hein. Ça va pas contenir de données, ça va pas contenir le fichier de par exemple le fichier graphique si c'est une image, ça va pas le contenir, ouais. Ça va pas contenir de musique, ça va contenir des métadonnées, pas des données. Donc ça va être relativement petit quoi, évidemment. Et puis effectivement, comme c'est des métadonnées, ça peut être ce que vous voulez quoi, c'est extrêmement général, hein, ouais, un NFT. On va faire un petit rappel, un petit avertissement avant d'aller plus loin dans notre conversation. C'est qu'on sait qu'inévitablement, quand on parle de NFT et plus généralement d'ailleurs de technologies qui fonctionnent sur la blockchain, on a des enjeux écologiques qu'il faut avoir à l'esprit. Je pense que cet aspect, on l'a très largement partagé dans Tech Café. Guillaume Poggiaspala l'a largement mis en avant avec force, évidemment. avec force pédagogie et force rappel. Mais juste le fonctionnement de certaines blockchains, il existe plusieurs blockchains, mais de certaines blockchains, et en l'occurrence Ethereum aujourd'hui, génère une consommation d'énergie assez démesurée, probablement par rapport à beaucoup de fonctionnalités qu'on pourrait espérer par rapport à ces technos-là. On le sait, je pense qu'on en est tous conscients maintenant à ce stade, et que l'enjeu de notre discussion, il est de prendre ça comme étant un acquis et de pas considérer l'enjeu écologique comme étant l'objet de notre discussion. On sait que c'est bloquant pour des déploiements à grande échelle, bien entendu, mais l'enjeu, c'est qu'on revienne pas forcément dessus, parce que je pense qu'on est plutôt globalement d'accord. Simon, tu partages un peu cette vision ? Ouais, absolument. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est primordial. En tout cas, nous, quand on accompagne les marques, évidemment, elles ont toutes des démarches éco-responsables. Et donc, nous, en tant que studio de consulting et de création, on va évidemment mettre ça au tout devant de la stratégie en expliquant, parce que certaines ne le savent pas, hein, ne connaissent pas la différence entre les consensus, enfin les protocoles de consensus, de validation des blocs, et donc ne savent pas ce qu'est une blockchain proof of work et une blockchain proof of stake, et les différences très notables en termes d'émissions. On parle d'un rapport 1 à 1000, voire 1 à 10 000 pour des blockchains proof of stake par rapport à des blockchains proof of work, et la plus connue qui agit et qui sur le marché des NFT est Ethereum, qui a la grande promesse de voir arriver une version 2 dans lequel le processus le protocole de consensus changerait et passerait en proof of stake. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas permettrait de faire d'énormes économies d'énergie. Donc effectivement, c'est des problématiques que nous on aborde systématiquement avec les marques qu'on accompagne. Il y a certains layer 2 comme Polygon notamment, qui a très largement dépassé en nombre de transactions la blockchain Ethereum, mais ça rajoute souvent des complexités techniques, à savoir des bridges ou ce genre de choses, c'est-à-dire pour passer ces Ethers sur Ethereum vers des Ethers Polygon pour pouvoir acheter des NFT, ça rajoute encore, on va dire, une friction technique au processus d'achat. Et ça, c'est vrai que ça à prendre en compte dans le cadre de campagnes qui se veulent mainstream, qui sont amenées par des marques. C'est souvent elles qui veulent aller sur des blockchains écologiques, mais dans ce cas-là, les outils sont encore moins faciles d'accès et moins standards. Donc c'est vrai que ça, c'est on va dire, une stratégie qui est pas si évidente à mettre en place, et il faut vraiment prendre en compte toutes ces frictions d'ordre technologique et d'expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, Ethereum quand même
possède un certain nombre d'inconvénients, parce que déjà, comme tout le monde utilise Ethereum, c'est un truc qui est c'est une blockchain qui est extrêmement congestionnée, d'une part, où les frais sont très élevés. Et quand tu parles de Layer 2, en fait, je me demandais, mais pourquoi ne pas utiliser d'autres blockchains tout simplement, quoi. Je pense que vous avez... Oui, au lieu de rajouter une surcouche, pourquoi ne pas utiliser directement une autre, c'est ça? Oui, pourquoi vous pouvez pas directement utiliser Solana, par exemple? Alors, pour répondre à cette question, en fait, effectivement, il y a des blockchains qui nativement sont en proof of stake, qui ne sont pas des layer 2. On peut penser notamment à Solana, à Tezos, qui sont des blockchains green et qui fonctionnent bien. Après, l'intérêt d'utiliser des blockchains type Polygon ou Immutable, qui sont des layer 2 d'Ethereum, c'est surtout pour la simplicité d'accès, on va dire, notamment à OpenSea, qui est aujourd'hui la marketplace qui génère très très largement le plus de transactions en termes de volume. On parle de 90 à 95% du volume, et qui n'a aujourd'hui intégré que Polygon et Ethereum et Caitlyn, qui est une troisième blockchain qui est un petit peu plus discrète, enfin que personne ne connaît quasiment. Donc c'est vraiment plus pour et puis Polygon partage aussi la même adresse de wallet que Ethereum en tant que sidechain qui se base aussi sur Ethereum. Donc c'est simplement pour pas rendre Juste pour qu'on comprenne bien, quand tu parles d'une layer 2, tu parles d'une couche qui est au-dessus de la blockchain proprement dite, c'est ça? C'est ça, absolument. C'est-à-dire que les transactions ne sont pas directement enregistrées dans la blockchain principale pour des raisons d'efficacité, on va dire. Effectivement, Ethereum est à la fois très congestionné et puis du coup entraîne des frais de gaz énormes, et aussi la partie émission du fait de son consensus. Et donc c'est effectivement une solution qui a été trouvée pour permettre de faire plus de transactions moins chères et de manière plus écologique, de créer ces fameuses layer 2, mais qui s'appuient malgré tout sur le layer 1 qui est en l'occurrence Ethereum. Alors là, c'est vrai que c'est peut-être un truc un peu plus technique, mais est-ce que ça ressemble à Lightning? Mais si ça ressemble à Lightning, j'ai un petit peu de mal à voir comment ça fonctionne, parce que Lightning, ça groupe Lightning, donc c'est une deuxième couche pour Bitcoin, qui groupe les transactions en ouvrant, si tu veux, une espèce de coffre, quoi. Ça ouvre une espèce de coffre virtuel comme ça. Ça groupe les transactions, ça se sert de l'argent qu'il y a déjà dans le coffre. Et puis, quand tout est fini, si tu veux, ça groupe le maximum de transactions. Puis ensuite, en fait, il y a que les ouvertures et fermetures de coffres, qui sont des gros coffres qui se font sur Bitcoin. Et ensuite, toutes les transactions qu'on peut grouper dans le coffre, en fait, le Bitcoin ne le voit pas. Donc ça permet de faire des transactions qui sont off-chain, justement, de grouper les transactions en des grosses transactions, et seules les grosses transactions sont vues par Bitcoin, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le principe de Lightning, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc pour Polygon, on fait la même chose pour des NFT, c'est ça? Et ça veut dire qu'on doit grouper les NFT. Enfin, tu vois, je comprends pas très bien comment ça peut fonctionner quand c'est comme c'est non fongible. Non, c'est pas exactement la même façon dont ça se passe. On a des transactions qui sont directement écrites sur Polygon, qui est pas réellement un layer 2, c'est une sidechain, et qui va voilà, c'est une blockchain en elle-même. C'est une blockchain en elle-même. Oui, voilà, mais qui partage de nombreuses caractéristiques avec Ethereum. Déjà, c'est exactement la même infrastructure, et même en termes de langage de smart contract, c'est basé sur Solidity. C'est presque une fork en fait, avec un consensus qui est optimisé, donc qui est en proof of stake. Et donc il y a simplement, on va dire, une simplicité de communication entre les deux blockchains via des bridges qui sont faits, et une automatisation. Donc c'est pas exactement comme Lightning, et c'est pas des groupements de transactions et de NFT. Pour autant, c'est vrai que de plus en plus de marques font le choix de partir sur des blockchains qui ne sont pas des layer 2, mais qui sont simplement des blockchains éco-responsables, appelons ça comme ça, donc en proof of stake, tel Tezos, effectivement, tel Solana, et c'est des choses que nous on fait également, bien sûr, mais encore une fois, c'est simplement pour il y a toujours ce choix qui permet de toucher un maximum de monde également, et d'offrir des ponts vers les marketplaces les plus utilisés. Et donc c'est un peu une question de choix de stratégie pour l'adoption, et ça dépend quand même beaucoup du type de NFT et de l'enjeu de la campagne. Ouais, j'espère vraiment qu'en juin, comme ils l'ont annoncé, Ethereum transitionnera lui-même vers le proof of stake, ce qui pourra comme ça vous économiser pas mal de tracas, comme ça, bon, ce sera fait, quoi. Absolument.
Bon, c'est intéressant en tout cas cet aspect diffusion quelque part, ou plutôt exploiter un canal qui est beaucoup partagé, ce qui soulève déjà presque une question philosophique, c'est qu'on parle d'une technologie qui se veut décentralisée, et on voit malgré tout qu'il faut continuer à utiliser certains choix technologiques pour rester accessible avec une forme de centralisation. Tu parles d'OpenSea, on parle de la blockchain Ethereum, qui n'est pas une centralisation en elle-même, mais c'est intéressant de voir cette forme d'ambivalence quelque part. Je voudrais risquer une dernière analogie pour vérifier si j'ai bien compris et m'assurer du coup que les auditeurs ont bien compris, et puis tu pourras me corriger. Est-ce que en gros on pourrait se dire que l'idée c'est qu'on développe une application, mais qui est par la force des choses qu'on essaie de rendre compatible avec la distribution qu'il y a sur le Play Store, parce que si jamais on faisait une application sur une autre technologie qui n'était pas aussi accessible, peut-être beaucoup plus verte, eh ben on pourrait pas la rendre accessible et la distribuer aussi largement qu'on peut le faire sur le Play Store. Est-ce que mon analogie c'est exactement ça, notée, c'est exactement ça. C'est un marché qui est plein de paradoxes, et c'est un des paradoxes essentiels. C'est une technologie qui a été créée pour être interopérable et ne pas dépendre d'un certain projet ou de certains acteurs. Et en fait, aujourd'hui, on est confronté pour plein de raisons qu'on évoquera sûrement dans la suite de cet épisode, mais on est obligé de faire des choix pour entrer dans des écosystèmes qui sont souvent des écosystèmes assez fermés, soit par les outils, soit par les façons dont la blockchain sur laquelle elle est basée, on va dire, fonctionne. Et donc c'est vrai que ça c'est un des problèmes aujourd'hui, et on est très très loin de la vision utopique de ce que devait être la blockchain, ou ce qu'elle sera probablement demain. Moi je suis quelqu'un qui suis plutôt on va dire un optimiste de cette technologie-là, et je pense qu'on arrivera vers la vision qui tendait être celle des créateurs initiaux de cette technologie. Mais aujourd'hui on en est très loin, et c'est vraiment la preuve qu'on est encore sur un marché relativement immature en termes d'outils et d'usage. Mais j'ai envie de dire, comme tous les marchés émergents avec fort potentiel, où beaucoup d'acteurs se lancent, où les valorisations explosent, et où chacun veut prendre sa part du gâteau au détriment peut-être de la vision utopique ou de la vision finale de ce que devra être la blockchain à terme. Okay. Mais c'est vrai que ça prend du temps, mais enfin, je veux dire, juste pour faire une petite incise, c'est vrai que on pourra, et moi-même d'ailleurs j'ai fait cette réflexion déjà, on peut se dire que la blockchain ça existe déjà depuis plus de 10 ans, puisque voilà, la première block Genesis c'était 2009 ou 2008, donc Bitcoin, donc ça fait quand même un petit moment. Mais il faut bien se dire un truc, c'est qu'on est habitué à ce que les choses aillent très très vite, parce qu'on a des plateformes, et que les plateformes, elles, évoluent de manière très très rapide. Par contre, si on regarde les protocoles, eux, évoluent de manière très lente. Et j'ai l'impression que au niveau blockchain, on est plus sur un ensemble de protocoles qui doit évoluer, qui donc le fait de manière très lente, en plus c'est décentralisé, donc souvent c'est des décisions qui doivent se prendre avec plein de gens, etc. Et donc c'est assez long en fait, tu vois, parce qu'on a l'habitude que Facebook, voilà, évidemment, évolue très vite, rajoute des fonctions toutes les 2 semaines. Par contre, le protocole email, tu vois, je sais pas, IMAP par exemple, bah, c'est un truc qui a pas changé depuis très longtemps, tu vois. Donc il y a vraiment cette différence, à mon avis, qui fait que ça va relativement lentement. Donc effectivement, peut-être que dans le futur, même si ça a déjà 10 ans, peut-être que dans le futur, effectivement, dans un futur un peu plus lointain, les choses seront différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça peut-être qu'il faut pas perdre espoir, même si ça fait déjà un petit moment. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut lever, mais ça peut quand même effectivement changer. C'est très intéressant cette vision de l'évolution des protocoles. Effectivement, on n'est que sur des héritages de protocoles qui finalement dans les grandes lignes n'ont pas beaucoup changé. On pourrait parler encore beaucoup des enjeux écologiques, etc. Allez, je me permets une dernière petite parenthèse. D'ailleurs, quand vous avez un client qui vient vous voir et qui dit alors moi Simon, je veux mettre à disposition des NFT, je veux valoriser ma marque, l'inscrire dans cette démarche à la fois technologique, j'imagine aussi à la fois dans une démarche de communication. Vous avez justement des préconisations et des avertissements, j'imagine, sur les impacts écologiques et quels
quelles sont leurs attentes du coup, les entreprises qui viennent vous voir, est-ce qu'ils disent non mais moi je m'en fous, je veux que mes NFT ils soient bien visibles partout sur toutes les plateformes qui vont bien, quel que soit l'impact, ou est-ce qu'ils te disent au contraire non moi je préfère un truc qui soit plus confidentiel, qui soit plus basé sur une forme de microcosme d'échange et qui respecte plus des enjeux écologiques. Quelles sont vos discussions avec les entreprises à ce sujet-là? Je pense que il y a vraiment différents types de clients aujourd'hui ou de personnes qui ont la volonté de créer des projets sur la blockchain. Nous, on a fait le choix, c'est un choix qu'on assume aujourd'hui, d'essayer d'accompagner des marques, on va dire, ou des groupes, on va dire, d'une certaine taille et en tout cas qui ont voilà, on part pas avec des petits acteurs parce qu'on a des ressources limitées, donc on préfère avoir des très beaux cas d'usage pour construire l'avenir. Et donc dans 99%, enfin je pense que dans tous les cas, j'ai jamais eu un client qui m'a dit non nous c'est les problématiques d'éco-responsables, on s'en fiche, partons sur ce qui va produire le plus de bénéfices. Ils ont plutôt une démarche long terme et on les aide là-dessus évidemment et on les alerte sur ces aspects-là. Et c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante du brief et c'est même eux qui nous le disent. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Pour illustrer ça, on a émis le tout premier NFT de Believe, du groupe Believe. C'était il y a quelques mois de cela maintenant, et c'était un NFT justement pour alerter sur l'aspect éco-responsable des blockchains. Et donc c'était fait pour la sortie d'un album d'un artiste électro qui s'appelle Ento, et c'était fait autour de son album Apnea qui était pour alerter sur l'état des fonds marins, et fait on va dire en partenariat avec le champion du monde d'apnée. Et donc tout le mécanisme de ce NFT là était lié autour de l'expérience, où on gagnait éventuellement une plongée avec le champion du monde d'apnée et un accès exclusif au concert de cet artiste-là dans le cadre de cet album. Et évidemment, toute la campagne tournait autour de l'éco-responsabilité et de la blockchain green, etc. Donc voilà, c'est pour illustrer. On a des marques au contraire qui sont très attentifs sur ces sujets-là. Et là, on accompagne aussi des acteurs sur le monde de la mode qui font de la mode éco-responsable. Et c'était évidemment l'objet du brief initial. C'est attention, on veut faire des NFT, mais on veut les faire en accord complet avec la stratégie d'entreprise et notre image. Donc nous, en tout cas, on a la chance d'avoir ce type de clients. Mais après, pour connaître aussi d'autres porteurs de projets, pour d'autres, l'enjeu c'est simplement faire de l'argent, et on fait pas mieux que Ethereum pour avoir des projets sur lesquels on va dire les acheteurs finaux ont beaucoup d'Ether sur leur compte, et c'est aussi un gage de toucher le marché où il y a le plus de volume et pour lequel le volume par transaction est le plus élevé. Donc, mais nous on n'a pas ce type de client aujourd'hui, en l'occurrence. Donc voilà, la question est bonne, mais nous on accompagne des acteurs, on va dire, qui se veulent responsables pour la plupart du temps, et ça fait partie intégrante effectivement de notre stratégie de les accompagner pour faire les meilleurs choix de ce côté-là. Première question par rapport à la mise en application quelque part, c'est quoi les usages qu'on voit aujourd'hui en matière de NFT, et est-ce que tu peux discerner les usages qui sont communément répandus et puis peut-être les exceptions sur lesquelles on a plus de matière à décrire des fonctionnements qui pourraient être opportuns pour le quotidien, Simon? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit énormément, ce qui est vraiment, on va dire, tendance, ce sont des NFT qu'on appelle PFP ou PFP. Alors c'est un acronyme qui veut simplement dire profile picture, et en fait ce sont des NFT qui vont dont l'utilité principale est de servir en photo de profil, notamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Twitter notamment, qui a proposé sa fonctionnalité qui discerne l'image de profil sous la forme d'un hexagone, en fait. Donc le seul avantage, c'est d'avoir l'hexagone, en fait. C'est vraiment tout ça. C'est tout. C'est un peu ça. Après, il se trouve que ça dépasse simplement le fait d'avoir un avatar, voilà, une photo de profil qui fait partie d'une collection, même si voilà, aujourd'hui les NFT, quand on dit NFT à quelqu'un, à quoi il pense? Il va penser à CryptoPunks ou au Bored Ape Yacht Club, c'est ces fameuses collections qui s'échangent à coût de dizaines voire centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros pour certaines collections maintenant. Et effectivement, c'est un peu faire partie d'un clan, et surtout montrer qu'on peut faire partie de ce clan, et souvent grâce à son argent malgré tout. Donc et il y a une notion de communauté derrière qui fait qu'on rentre dans un clan qui est aujourd'hui un clan d'élite, on peut le dire quand même.
même qui nous place en tant voilà que possesseur d'un Bored Ape Club au même titre que Justin Bieber, Jay-Z et puis d'autres voilà, personnes très connues. Donc c'est pas forcément pour moi les aspects des NFT qui sont les plus Et encore, j'oserais dire avec le Bored Ape, avec le Bored Ape là, au moins quand t'achètes un truc comme ça, tu deviens membre d'un club. Donc en fait, il y a quand même une valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart, quasiment aujourd'hui, on peut dire que NFT, peut-être pour le grand public entre guillemets, NFT c'est égal NFT sur des images. En fait, déjà de base, c'est de l'art numérique en fait. C'est ça c'est limité à ça. C'est devenu presque synonyme de ça. À tort, bien entendu, mais quand même. Et souvent, c'est cet art numérique qu'on achète avec un NFT. Alors évidemment, ça dépend des fois, mais malheureusement, très souvent, lorsqu'on achète un NFT relié à une image, le NFT lui-même ne contient pas l'image, il contient juste un lien sur cette image, lien qui n'a pas de raison d'être particulièrement pérenne, pas plus qu'un autre, quoi. Et ça ne donne pas non plus de droit sur cette image particulier, ni rien. Donc en fait, il y a quand même j'espère qu'il n'y a pas trop, si tu veux, de confusion entre ce qu'on achète lorsqu'on achète un NFT aujourd'hui au sens commun, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que le problème de ce marché-là, c'est souvent le manque d'éducation qui va avec. C'est quand un marché va aussi vite et provoque autant d'enthousiasme ou en tout cas voilà de news ou de grands chiffres, c'est que les gens se jettent dedans sans trop savoir ce qu'ils achètent et ça peut faire des déçus. C'est vrai que tu mets le doigt sur une problématique, c'est qu'est-ce qu'on achète quand on achète le NFT, et toutes les collections n'offrent pas les mêmes droits, et c'est pour ça que nous, quand on crée des collections, on crée systématiquement des conditions générales d'utilisation ou de vente qui expliquent qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez le NFT. Est-ce que si vous achetez une image, est-ce que vous êtes propriétaire des droits de propriété intellectuelle de cette image? Est-ce que si vous désirez, vous pouvez prendre cette image et en faire des t-shirts et les vendre, ou pas du tout? Et ça, c'est des vraies questions qui se posent. Derrière, est-ce que vous avez accès à de l'utilité, donc à une communauté, à une plateforme sur laquelle vous pourriez vous connecter uniquement avec la détention de ce token? Ce qu'on fait, nous, on développe ce type de technologie. Beaucoup de collections commencent à l'implémenter aussi. Donc, c'est vrai que c'est un format qui veut, c'est une technologie. Et après, les usages, ils sont à développer. Et c'est des choses qui commencent petit à petit à se mettre en place, de rajouter de l'utilité, un maximum d'utilité autour du NFT. Et en tout cas, il faut définir ce qu'on achète. Pour illustrer ça par rapport à une des collections que nous on a créées avec le LOSC cet été pour célébrer leur titre de champion de France, les détenteurs, les acheteurs des NFT qu'on avait émis, qui symbolisaient les 4 titres de champion de l'histoire du LOSC, en achetant l'image, ils devenaient propriétaires déjà de l'IP c'était une vidéo d'animation de 4 bagues. Voilà. C'était des vidéos d'animation de 4 bagues qui sont des créations de notre studio et qui représentent les 4 titres de champion. Et en devenant propriétaire de ce trophée numérique, c'est vraiment comme ça qu'il est caractérisé par même le président du LOSC. Il y avait vraiment une expérience qui faisait qu'on allait en salle des trophées du LOSC, on recevait un certificat, on pouvait faire créer la version physique de cette bague et même la mettre en coffre dans la salle des trophées du LOSC. On recevait un maillot signé par l'ensemble des joueurs sur le maillot champion de l'année précédente, du titre de 2021, et on pouvait aussi aller en VIP assister à un match de Ligue des Champions cette année. Donc c'était plus que une simple image ou une simple vidéo. Là, on achetait quand même on accédait à l'expérience via la détention de ce NFT. Et d'ailleurs, s'il est un jour racheté par quelqu'un au second marché, cette personne-là recevra à son tour le certificat qui dit que elle détient une pièce de l'histoire, au même titre qu'un trophée. C'est une vraie pièce de l'histoire du LOSC qui a été créée. Et nous, on a bien alerté le LOSC qu'en le faisant, c'était vraiment quelque chose de pérenne qui construisait et qui avait vocation à vivre à travers le temps comme une vraie pièce de musée ou de trophée, donc de salle des trophées. Donc c'est pour illustrer que voilà, maintenant l'ère, on va dire des JPEG, comme on dit, qui était simplement une
image sans forcément accès ou utilité supérieure et commence à être révolu et on va aller petit à petit vers des NFT de plus en plus utiles au-delà de l'aspect collectible, même pour la société, pour de l'automatisation, etc. Mais je pense qu'on pourra parler de ça un peu plus tard, de tout ce qu'on peut faire grâce au smart contract, qui est quand même la base de code, qui peut faire beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est le marché qui veut ça, et si le marché répond positivement et attire des gros volumes, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que c'est suffisant pour engager ces sommes. Et malgré tout, ces collections dites PFP qui génèrent 10 000 pièces, à partir on va dire d'un contrat ERC 721, il y a quand même beaucoup de créativité qui s'est faite à partir de ça. Moi, j'ai quelques exemples en tête, si vous voulez bien que je les cite. Il y a avec plaisir. Notamment l'Open d'Australie, ce qu'ils ont fait très récemment avec ces mêmes mécaniques. Donc il y avait, je crois, 6700 balles de tennis qui représentaient avec le logo d'Open d'Australie, et elles avaient un design génératif dessus, donc qui était complètement unique les unes des autres. Pourquoi il y en avait 6776? Alors je sais plus si le chiffre est bon, mais c'était en fait le terrain de tennis qui était découpé en 6776 cases. J'imagine que ça doit représenter la taille de la balle sur le court. Et en fait le détenteur de la balle qui correspond au carré où frapperait la balle de finale de l'Open d'Australie gagnerait, alors je sais plus quoi exactement, mais vraiment quelque chose qui valoriserait énormément sa balle. Alors à la fois on avait une balle unique qui représentait un événement quand même qui est mondialement connu, qui avait l'aspect génératif au niveau du design, qui pouvait être même co-créé par les utilisateurs qui pouvaient envoyer leur design, et en plus il y avait cette expérience un petit peu unique qui était de savoir est-ce que la balle d'Open d'Australie de la finale qui fera remporter le trophée tapera à l'endroit qui correspond à ma balle. Donc je trouvais ça super sympa, surtout que c'était automatisé. Ils avaient réussi à développer ça pour que la seconde quasiment où la balle va frapper directement, la personne voit qu'elle décroche cette expérience ou cet avantage. Alors je sais plus ce qu'il était, mais je crois que c'était éventuellement le moment qui serait en vidéo et qui lui appartiendrait, et puis une invitation pour l'année d'après. En tout cas, voilà, c'est juste un projet qui illustre que certes ça peut être simplement une image générative, mais elle peut avoir aussi des utilités et elles peuvent être automatisées avec des données venant, on va dire, du monde réel. Donc c'est juste une petite miette qui montre ce que pourrait être demain le smart contract ou ce que pourront être demain les NFT. Le point qui, moi, m'interpelle à chaque fois sur ce type de dispositif, qui est, franchement, c'est marrant en plus, hein. Je pense que d'ailleurs, dans le sport, je pense que c'est effectivement un domaine dans lequel il peut y avoir beaucoup de mise en application, d'interactions ludiques comme ça et interactives. Est-ce que c'est des choses qui sont fondamentalement permise par le NFT, et ma question est volontairement large, c'est-à-dire il y a deux niveaux de réponse. Est-ce que le NFT aujourd'hui permet de débloquer des limites techniques qu'on avait qui ne permettaient pas de mettre en place ce type de mécanique, ou qui ne permettaient pas de le mettre en place aussi facilement, et quelque part on peut même ouvrir la question, est-ce que en termes d'acculturation de dispositifs participatifs, parce que pour moi ce que tu décris sont vraiment des mécaniques, notamment pour le LOS, qui sont des mécaniques qu'on pourrait rapprocher à celles des financements participatifs. Est-ce que tu penses que le NFT, la démocratisation du NFT qu'on a vécu notamment en 2021, permet ce type de dispositif qui n'aurait pas eu forcément la même visibilité, qui n'aurait pas eu forcément le même écho, quand bien même peut-être techniquement ça pourrait fonctionner sans NFT. Tu vois le sens de ma question? Je me suis pas noyé dans ma propre question. Moi j'ai exactement compris, et je crois que tu as exactement raison. C'est des choses qui auraient pu se passer de cette technologie-là, en tout cas pour l'essentiel, mais qui sont arrivées sur le devant de la scène parce que cette technologie-là était à la mode, et il y a eu cette on va dire cette façon de faire qui était d'offrir des expériences exclusives, des choses que ces clubs-là, par exemple, n'auraient jamais songé à faire s'il n'y avait pas eu ce format-là et ces NFT-là. Donc je suis d'accord, très souvent il y a peut-être des moyens de le faire autrement que via la technologie NFT, mais la technologie NFT a quand même des avantages pour le faire, à la fois au niveau de l'automatisation quand elle veut bien être mise en place, et c'est pas systématiquement le cas aujourd'hui, et également au niveau on va dire de la traçabilité également, puisque c'est quand même une des rares technologies qui permet de rendre liquide et complètement indépendant d'une marketplace donnée ou voilà d'un partenaire de commercialisation. Une fois que j'ai acheté un NFT, je peux le remettre en vente quand je veux, au prix que je veux, avec le système que je veux, soit en enchère, soit en achat immédiat, et on peut voir toute l'historique de manière publique de à qui a appartenu ce NFT. Et pour moi, c'est
point essentiel, c'est-à-dire que obtenir, alors c'est pas quelque chose que moi je ferais à titre personnel, mais on peut comprendre pourquoi le Bored Ape Yacht Club, donc le singe qui a appartenu à Justin Bieber, vaut plus d'argent que le singe qui a appartenu à des personnes, on va dire, plus anonymes. Et ça, c'est assez nouveau et c'est quand même amené par cette technologie-là. Donc voilà. Si j'étais l'avocat du diable, je te demanderais quand même, parce que moi, si tu veux, la blockchain, effectivement, elle apporte des avantages dans la pérennité, en tout cas a priori, c'est-à-dire que comme elle n'est pas dépendante d'un serveur donné particulier, d'un éditeur donné ou de quelque chose de centralisé, elle peut effectivement survivre aussi longtemps que la blockchain elle-même survit. Et on suppose que ça va être long. Mais bon, en tous les cas, je vais dire, quand tu fais donc ce que t'as décrit, tu peux le faire avec un serveur et une base de données SQL sur un serveur. Y compris la revente d'ailleurs, hein, tout peut se faire sur un serveur centralisé. La seule différence, effectivement, c'est que là, ça ne dépend pas d'un serveur centralisé, que si jamais le serveur décide de mourir, de toute façon, ça va rester, l'historique va rester, sur une autre blockchain. Mais si tu fais des NFT qui sont reliés de manière très forte à des actions que doit faire un club. Par exemple, si du jour au lendemain, le club il refuse de faire ce qu'il s'était dit qu'il ferait, tu vois, lors de la revente ou je sais pas de NFT. Le NFT, lui, il est préservé, son historique aussi, tu vois. Mais par contre, malheureusement, ce que vous aviez promis, du coup, ça part. Il y a quand même toujours quelque chose qui, enfin, même si c'est décentralisé, même si le NFT est pérenne et décentralisé, il est quand même relié à des choses qui, eux, ne le sont pas, quoi. Je te rejoins tout à fait, surtout si on parle de on va dire d'avantages dans le monde physique. Après, si c'est des avantages de type dématérialisé et que ça peut être prévu dans le smart contract, on peut très bien corréler, faire de façon automatique du déclenchement de ces avantages-là. Il y a notamment une start-up entre 2017 et 2019 qui s'appelait Fitzik, je crois que qui était une start-up qui a été créée ou lancée par le groupe AXA, qui permettait d'automatiser via les smart contracts tout ce qui est remboursement de frais d'assurance en cas d'annulation de vol ou de retard de vol. Et ça a très bien fonctionné et tout était absolument automatisé et ça faisait gagner quand même beaucoup d'argent et beaucoup de temps parce que passer par le service contentieux, motiver sa demande et puis après on est quand même complètement dépendant de la bonne volonté ou en tout cas c'est difficile de lutter contre un service contentieux qui nous explique que non, le vol avec 2 heures de retard mais c'est pas dans les conditions, c'est parce que le pilote avait mangé quelque chose qui était pas très frais et ça rentre pas dans l'alinéa 168. Là, en l'occurrence, tout était absolument automatisé, y compris le remboursement qui se faisait dans les quelques secondes. Bon, la startup a apparemment arrêté de fonctionner en 2019, mais c'était un peu une période de traversée du désert pour ses projets crypto. Et à mon avis, si elle avait passé le cap 2020-2021, elle aurait eu de très beaux jours devant elle et sûrement que d'autres prendront le relais. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a encore non pas des failles, mais des choses à compléter pour que les avantages qui sont promis soient aussi d'une certaine façon automatisés si tant est que ce soit possible dans le monde réel. Mais en tout cas, bon, ça répond à un type de problématique. Et voilà. Et après, pour finir avec ça, c'est vrai que ça peut engendrer un deuxième problème pour moi. C'est tout ce qui est NFT dynamique et qui dépend de données externes. Ce qui se fait aujourd'hui avec ce qu'on appelle des oracles. Il y a des protocoles qui permettent de corréler des valeurs, des variables du NFT par rapport aux données réelles. Imaginons des cartes de football, un peu comme peut faire Sorare, qui pourrait être, on va dire, corrélées à la performance du joueur de manière automatique via des oracles. Il y a Chainlink qui propose ce type d'oracle. Là, après, le problème pour moi, c'est que ça décentralise un petit peu, enfin, ça repousse le côté dépendance, non plus cette fois, on va dire, un tiers de confiance, mais cette fois, c'est la source de données qui devient, elle, dépendante de la confiance qu'on lui accorde. Donc, c'est vrai que il y a toujours des potentiels, non pas problèmes, mais challenge pour ces marchés-là. C'est dans l'esprit de décentralisation. À qui fait-on confiance, même pour actualiser ces données qui permettront de donner une nouvelle valeur aux tokens non fongibles.
Donc c'est vrai que c'est un marché plein de challenges et de paradoxes. Non, mais je comprends très bien. Il y a toujours effectivement cette histoire de savoir à quel point on veut de la décentralisation, à quel point on peut la préserver et qu'est-ce qu'on est prêt, tu vois, quel sacrifice on est prêt à faire. C'est ça. Parce que en fait, c'est très compliqué finalement de décentraliser. Tu vois, c'est pas gratuit. Décentraliser, ça a un coût. C'est une infrastructure qui est déjà plus complexe que si c'était un truc centralisé. C'est beaucoup plus difficile à faire fonctionner. Et en fait, cette complexité, elle lutte elle-même contre la décentralisation. Je m'explique. Les blockchains, si tu veux, c'est un ensemble de serveurs qui se parlent entre eux. Donc c'est des serveurs qui se parlent. Mais chaque serveur, en fait, si tu veux, ils gèrent le réseau. Mais en réalité, ce sont des serveurs, ce ne sont pas des clients. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les utilisateurs, ce sont des clients. Et personne ne veut faire tourner un serveur. Je veux dire, tu vois, pour utiliser Ethereum, tu veux pas faire un nœud Ethereum. Donc, en fait, il faut, si tu veux, s'adresser à ces serveurs. Et tout ça, c'est assez compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que au début, quand on était avec les premiers temps d'Internet, on avait du HTML, c'était assez simple, n'importe qui pouvait faire son site web et un peu n'importe où. Bon. Après, ça s'est complexifié, et on a fait confiance à des gens pour faire des sites web de plus en plus complexes, et c'est devenu des plateformes. Maintenant, on utilise des plateformes, et il y a très peu de gens qui savent faire de A à Z un site web ultra, réactif, avec des bases de données, tout ça, PHP, machin, bon. Je rappelle que c'est WordPress qui fait tourner je sais plus combien de pourcentage des sites web. Beaucoup de gens utilisent WordPress, très peu de gens savent programmer WordPress, tu vois. Donc, en gros, on a fait confiance parce que l'expertise nous a échappé, parce que c'est complexe. Dans les blockchains, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que les blockchains, c'est un domaine qui est assez complexe, en plus il y en a plein, et donc on est obligé de déléguer cette expertise que la plupart des gens n'ont pas, et donc il faut savoir à qui les déléguer. Et par exemple, c'est vrai qu'en off, en off, j'évoquais le fait que il y a finalement assez peu de boîtes qui offrent des API pour simplifier en fait les appels et les input-output sur Ethereum, et que la plupart des wallets utilisaient en gros les API de 2 boîtes. Et donc, en fait, il y a des déplacements, si tu veux, de cette centralisation. C'est vrai que, la blockchain, elle est centralisée, ok, super. Mais il y a une centralisation de l'expertise aussi. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui est extrêmement complexe. C'est aussi pour ça que Jack Dorsey dit que, il faut faire attention au Web3, parce que le Web3, ça dépend à qui on choisit de faire confiance, tu vois, quelque part. Donc c'est un enjeu qui est compliqué, quoi, et qui fait que c'est encore plus compliqué, si tu veux, pour la blockchain. Donc c'est un truc à être, faut être very vigilant à ça aussi. On avait un point qu'on avait abordé qu'on avait noté en tout cas dans le conducteur, et j'ai presque envie de te relayer, Simon, la question presque telle quelle, mais quand on parle de NFT au grand public, pas forcément aux technophiles, pas forcément aux poditeurs de Tech Café, c'est vu surtout comme une mécanique d'investissement. J'ai l'impression que on pouvait voir les cryptos comme étant une opportunité d'investissement et que les NFT sont quelque part une extension pour beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu perçois ça, cette vision que peut avoir beaucoup de monde aujourd'hui? Déjà, je la comprends parce que c'est aussi la perception qu'on a via les médias de la plupart de ces NFT qui ont pu performer. En tout cas, on peut voir des chiffres assez ahurissants de vente de NFT, et notamment ces fameux PFP qui ont été achetés pour certains quelques centaines de dollars et qui se sont revendus quelques mois plus tard pour quelques centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars. Donc c'est vrai que... Qui pourrait ne pas avoir envie de ça, forcément. Voilà. Après, moi, je suis assez critique parce que je pense que beaucoup de newcomers qui vont arriver pour ces raisons-là, ils vont avoir une première expérience déceptive des NFT. Parce qu'après une phase d'euphorie de la découverte, la fierté de détenir un premier NFT dans son wallet, sans intermédiaire, etc. On arrive vite au bilan, et le bilan, il est assez simple quand même, c'est que les NFT, c'est des produits qui sont quand même très peu liquides, contrairement aux crypto-monnaies, et à part quelques shitcoins où il y a vraiment peu de volume. Il faut savoir quand même que 70 à 90% des NFT ne sont jamais tradés une seconde fois, et donc beaucoup de gens sont pas en mesure de les revendre sans perte, on va dire. Donc si c'est purement des mécaniques spéculatives, oui, elles peuvent faire rendre certaines personnes riches, mais on parle d'un faible pourcentage de personnes. Donc voilà, je dis pas rester éloigné de ça, moi il me fascine, je dis simplement qu'il faut y aller pour des bonnes raisons et pas uniquement pour l'appât du gain, pour apprendre, pourquoi pas, c'est comme ça
qu'on se forme et enfin moi j'en suis la preuve. Hein. J'ai fait, j'ai pas pour des grosses sommes, mais dès 2017 quand j'ai commencé à collectionner, c'est là que j'ai quand même compris vraiment en manipulant des cryptoactifs ce que c'était, quelles étaient les mécaniques. Voilà, je dis allez-y pour l'art, pour la communauté, pour de l'utilité, pour la fierté de détenir une pièce unique, mais pas uniquement pour le côté spéculatif, parce que c'est presque un métier. Aujourd'hui, les gens qui, on appelle ça les flippers, qui achètent des NFT au moment de la sortie et qui les revendent quelques minutes après, en fait, c'est presque un métier. Il faut être tout le temps connecté, aller sur les Discord, essayer d'avoir des whitelists des projets qui ont le plus de hype, comme on dit, et puis permettre, voilà, et puis de les revendre au bon moment. Et puis oui, il y en a, c'est devenu des professionnels de ce type d'investissement spéculatif, au même titre qu'on peut être professionnel de poker. Il y a une part de hasard, mais si on s'y prend bien et qu'on a une stratégie, on peut gagner. Mais on peut, encore une fois, dans les mêmes mécaniques que le poker, c'est une faible, vraiment un faible pourcentage de personnes qui parvient à gagner sa vie via ces mécaniques-là. Donc voilà. Donc moi j'ai un regard détaché de ça, je vois ça, je trouve ça très bien pour les gens qui en bénéficient, mais je pense surtout que c'est un peu se méprendre sur ce qu'est le NFT à long terme. Alors ce marché-là existe, je trouve ça, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, il y a un marché, la loi du marché de l'offre et de la demande, mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est voilà, on est encore à l'ère des millionnaires, j'appelle ça comme ça, parce que si on veut rentrer un petit peu dans les statistiques, on va dire d'usage, en termes de volume, il faut savoir qu'il y a à peu près 40 milliards de volume de vente de NFT en 2021, ce qui est une augmentation considérable. Je crois qu'on était à 200 millions en 2020, et on parle pourtant de très peu de wallets. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont bâti voilà beaucoup des fortunes en crypto-monnaie grâce à ce qu'on appelle le bull run des crypto-actifs et des crypto-monnaies, et qui ont réinvesti sur des projets NFT. Surtout ceux qui ont investi début 2021, effectivement, ont pu gagner beaucoup d'argent, mais ça sera de moins en moins le cas. On va dire, ces collections prendront beaucoup moins de valeur à long terme, et il va plus falloir chercher vraiment de l'utilité ou un aspect, enfin voilà, des choses un peu plus innovantes en termes de mécanique liée au NFT ou de contenu pour pouvoir en faire des investissements, on va dire, intéressants. Donc voilà. C'est vrai que c'est paradoxal, hein, ces volumes que tu cites avec le nombre de portefeuilles de NFT montrent que on est quand même sur des dimensions très excitées quelque part, qui font probablement beaucoup de buzz, qui s'appuient beaucoup sur du buzz. Et avec une démographie, comme tu me le montrais d'ailleurs, qui est je veux dire assez faible finalement, et qui est assez particulière. Ouais. Si on veut rentrer un peu dans les chiffres, oui, on peut voir que on estime aujourd'hui. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on voit des volumes records. On parle quand même de 44 milliards en 2021. Là, le mois de janvier 2022 a battu un nouveau record avec à peu près 8 milliards estimés. Alors, on estime parce que la blockchain, c'est assez compliqué d'avoir des vrais chiffres, dans le sens où déjà il y a un morcellement des blockchains, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs blockchains, chacun a leur propre stat, et on a du mal à savoir qui sont les utilisateurs uniques. Il est assez fréquent de détenir une dizaine de wallets pour des types d'activités différentes déjà. Certains peuvent avoir des hot wallets pour faire des transactions. Donc un hot wallet, c'est votre MetaMask, c'est quelque chose avec lequel vous allez faire vos achats, mais quand vous allez avoir des choses de valeur, il est plus intéressant, ou en tout cas plus sûr, de mettre ça dans ce qu'on appelle des cold wallets. Donc des cold wallets, c'est du hardware, et en fait on connecte, donc les marques les plus connues, c'est Ledger, qui est une des unicorns, des licornes françaises, ou Trésor, et ça permet de stocker ces assets sur quelque chose qui est déconnecté de la blockchain et du réseau, en tout cas en live, et qu'il va falloir connecter, et puis pour faire des transactions à la main, pour sécuriser un petit peu ces transactions-là. Donc déjà ça multiplie les wallets, et puis aussi il faut quasiment aussi un wallet par blockchain, ou en tout cas il y a une adresse par type de blockchain qui partagent pas la même adresse. Donc on a des données très qui sont pas forcément consolidées, mais si on parle de nombre de wallets, on estime à peu près que 5% de la population mondiale détient un crypto wallet, et moins d'1% détient des NFT. Donc c'est quand même très faible, et ces 8 milliards de volume en janvier 2022 sont à comparer avec 1 million de wallets actifs. C'est un record qui vient d'être passé uniquement en janvier sur OpenSea, qui est la marketplace avec 95% du volume. Donc si on fait un calcul rapide, on parle de $8 000 à peu près de transactions par wallet.
Donc on voit bien que non, c'est pas scalable. La personne moyenne va pas avoir $8 000 de transactions moyennes à l'avenir pour investir sur des NFT. Donc ça c'est déjà donc voilà, le marché actuel, il est loin d'être ce que sera le marché futur. Et donc voilà, ça c'est quand même à prendre en compte. Une dernière donnée qui est assez intéressante, c'est de savoir que 5% des wallets comptent pour 50% des transactions en nombre et 90% du volume. Donc c'est vrai que voilà, on voit très clairement que enfin, il faut pas se fier juste aux chiffres. Ce marché-là est un marché qui est assez exceptionnel dans ses volumes. C'est un signe, ça veut dire que effectivement c'est spéculatif, mais si c'est spéculatif, c'est c'est que les gens y voient vraiment un potentiel énorme dans le futur. Ou en tout cas, je l'espère pour eux, parce que si on investit des volumes autant, c'est qu'on y croit, et moi j'y crois aussi. Mais c'est simplement que voilà, c'est simplement nous, quand les marques viennent nous voir, on leur dit juste ne vous fiez pas au volume, parce que il y a quand même, c'est une technologie qui est assez récente, et il y a énormément de freins ou de frictions à l'adoption mainstream, et on est très loin de passer vers du mainstream sur cette technologie-là, quoi. Ben justement, d'ailleurs, si tu veux passer sur du mainstream, je pense qu'il faut aussi voir le truc comme t'as le NFT comme une source comment dire, d'application qui va bien au-delà de la collection d'images ou de quoi que ce soit, quoi. Tu vois, par exemple, j'avais vu un truc intéressant, enfin, moi qui m'avait paru intéressant, c'était la possibilité d'utiliser des NFT comme des tickets. Par exemple, le festival Coachella aux États-Unis a émis un NFT, et ce NFT, c'est, bon, je sais pas sur quelle blockchain, j'ai pas regardé, mais bon, enfin, en tous les cas, comme on a dit qu'on parlait pas de l'enjeu écologique, c'était pas le propos, on va dire, mais en tous les cas, il a émis un NFT qui est une sorte de ticket d'accès au festival qui est à vie. Donc voilà, vous l'achetez, vous avez accès au festival à vie. Je trouve ça plutôt intéressant parce que finalement, ça a une véritable utilité. Effectivement, si Coachella change de prestataire, enfin tu vois, c'est pas lié à une boîte en particulier. Donc si Coachella change de prestataire, bon ma foi, on pourra toujours quand même contrôler que t'as accès à vie au festival. Donc ça fait partie des petits trucs qui montrent que voilà, il peut y avoir des applications au-delà de ça et que ça peut être un truc intéressant quand même, évidemment. Absolument, surtout qu'après, effectivement, en tant que détenteur de ce ticket à vie de Coachella, je peux très bien, à terme, voilà, au bout de 5 ou 6 ans, décider de remettre en vente et peut-être faire une plus-value, mais en tout cas, effectivement, directement, moi-même et de façon assez sûre pour l'acheteur au second marché, qui pourra traquer que mon billet provient bien de Coachella, pourra reprendre le flambeau et puis bénéficier de cette expérience-là. Donc c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur ce type de NFT, qui sont des NFT qu'on appelle régénératifs, dont l'utilité se régénère en second marché. Donc c'est pas des choses one shot, parce que sinon une fois qu'on a utilisé, je sais pas si c'est quelque chose pour aller à un concert, je l'ai utilisé, mon NFT vaut plus rien, et là pour le coup il y a vraiment peu d'intérêt d'utiliser la technologie NFT pour le faire. Mais pour des NFT dits régénératifs et dont l'utilité reviendrait d'année en année, c'est vrai que c'est un très bon format et qui permet d'être pérenne, effectivement, de pas être dépendant, on va dire, d'un fournisseur de ticketing ou voilà, ou d'intermédiaires ou de tiers parties. Donc oui, je pense aussi qu'il y a des usages qui sont vraiment intéressants. Après vient la question de la difficulté, effectivement, des outils. Ça, c'est un autre paradoxe du marché. C'est un marché sur le tout le monde, quand on fait des statistiques en France ou aux États-Unis pour savoir est-ce que vous seriez intéressé par collecter des NFT, beaucoup de gens commencent à dire oui parce qu'ils entendent parler, ça devient mainstream, mais dans les faits, comme on l'a vu, il y a très peu de wallets, et ça s'explique parce que les outils sont encore très difficiles d'accès, et en fait manipuler des cryptoactifs, il y a plein de raisons qui font que c'est pas si simple que ça. Alors je pense que vous l'avez déjà évoqué sur l'épisode spécial blockchain, mais gérer sa clé privée ou sa seed phrase, c'est quand même assez compliqué. Non, je suis pas allé, justement, tu vois, je suis pas allé dans les détails, on va dire, enfin, dans les détails pratiques. Je voulais être resté dans le truc technique, mais effectivement, t'as complètement raison. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, on a une passphrase, ou, enfin, c'est-à-dire, on a une phrase de passe, c'est-à-dire, en fait, on a un énorme mot de passe, qui est souvent tellement compliqué qu'on le résume avec une suite de mots. Et cette suite de mots, si vous la perdez, c'est mort, fini. Caput. Exact. Et donc après on rentre dans ce qu'on appelle, enfin nous on l'appelle comme ça, le dilemme sécurité et décentralisation versus simplicité d'accès et dépendance vis-à-vis des tiers. En fait, soit on sacrifie de la sécurité et dans ce cas-là
on va pouvoir effectivement accéder simplement à la blockchain et aux apps, mais on n'est plus du tout sur quelque chose de décentralisé et de pérenne, parce que si la boîte à qui on a confié notre clé privée disparaît, comme ça peut arriver, nos actifs disparaissent avec elle, ou sinon oui, on est notre propre banquier, et c'est vraiment l'image, et si on perd notre clé, on perd nos assets, et ça on est peut-être plus prêt à le faire dans une société où la technologie nous a toujours accompagnés pour nous faciliter tout. Exactement. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment un truc. Alors évidemment, j'ai toujours, tu sais qu'il y a good cop, bad cop en général. Donc là, moi, j'ai forcément le rôle du bad cop. Non, mais en fait, si tu veux, tu soulèves là un point qui est à mon avis très très important, parce que moi je vois, c'est pas que je vois une faiblesse, c'est que, enfin si, dans une certaine manière, je vois une faiblesse aussi au mode de fonctionnement actuel, en tout cas, de la blockchain. C'est le fait qu'il y ait aucun filet. C'est-à-dire que globalement, oui, vous gérez effectivement tout via. Bon, prenez l'exemple de MetaMask. MetaMask, c'est un wallet et qui peut contenir plusieurs adresses, plusieurs adresses de plusieurs blockchains. Ce qui en fait tout simplement un point de faiblesse, un point de vulnérabilité. C'est-à-dire, si je suis un hacker, c'est à ça que je vais m'attaquer. De la même manière, quand je veux faire du pognon, moi je suis un hacker, je veux faire du pognon. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais? J'attaque une banque. Attaquer un site de banque, c'est lourd, c'est compliqué. Bon, au lieu de ça, je pourrais attaquer une des nombreuses startups de crypto. Et avec un petit peu de social engineering, il y a beaucoup de startups, elles sont jeunes, c'est des entreprises qui sont pas forcément ultra sécurisées, boum, allez hop. Ou alors, mieux, encore plus simple, si je veux pas faire ça, j'attaque directement les gens. Je vais sur Discord, je me fais passer pour qui je suis pas, je fais avec le bagou qui m'est coutumier, j'essaie d'extorquer un wallet, ou alors je fais du phishing, tu vois. Il y a une infinité de manières, si tu veux, de piéger une personne pour qu'elle te file son wallet, ou alors des informations qui pourraient te permettre de l'obtenir. Et en fait, il a aucune assurance. C'est-à-dire que si jamais tu te fais gauler ton wallet, tout ce qui est dessus, c'est fini, ce n'est plus à toi, tu vois. Alors que, évidemment, si on compare un compte en banque, la banque t'assure. Je veux dire, si une banque estime que tu as tout fait pour te protéger, que malgré tout tu es lésé, elle va couvrir tes frais, tu vois. Là, le fait que tu sois complètement seul avec ton truc, avec ta passphrase, à mon avis, d'un point de vue compétitivité du service, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le Web3 ça va donner ça va donner des services, ça va offrir des services. Mais ce service, il est sur un marché du service qui est compétitif, parce que les plateformes aussi, elles forment des services. Donc d'un point de vue de compétitivité du service, comment les services Web3 vont pouvoir se rendre attrayants, tout en ayant aucune, parce que comme c'est décentralisé, si tu veux, comment faire, tu vois? Alors, la réponse, elle est déjà en train d'arriver, en fait. Ça va ressembler très vite à ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Donc, c'est un petit peu la dualité centralized exchange contre decentralized exchange. Donc, pour les centralized exchange, on peut passer à Binance, Coinbase, etc., qui gèrent pour vous vos clés privées et qui vous donnent accès à du trade, et les decentralized exchange où vous connectez avec votre wallet et vous faites vos trades en peer-to-peer. Mais in fine, de facto, je pense que pour que cela devienne mainstream, il sera nécessaire de passer par des tiers de confiance qui seront peut-être les mêmes que ces centralized exchange. On sait que par exemple, Binance a déjà monté sa plateforme de NFT, Coinbase l'a déjà annoncé, elle sortira le mois prochain, je crois. Il y a déjà 1 million de personnes en waitlist, et ces 1 million de personnes en waitlist, ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu d'eux-mêmes gérer des NFT directement pour plein de raisons, justement des barrières technique et justement la peur de pas savoir suffisamment bien gérer ça. Et je pense que ça sera on va dire que ce dilemme-là va se résoudre, en tout cas pour qu'il devienne mainstream, par on va dire plus de centralisation et plus de simplicité d'accès. Mais en fait, c'est pas une surprise quand on regarde ce que moi j'appelle le Web 2 et puis tout ce qui est login. On a tous, alors qu'on connaît, on sait très bien que quand on va se connecter via un social login à notre site préféré pour acheter des baskets, quand on va faire je me connecte en un clic avec Google ou Facebook, on va donner de la data à Google et Facebook. Il doit pas faire beaucoup, Guillaume Poggias-Pala. Voilà, non, alors c'est très bien ceux qui ne le font pas, et moi on va dire que initialement je préférais pas le faire, mais on est tous devenus flemmards. La technologie nous a rendus flemmards parce que
oui, il y a un gros bandeau GDPR qui se met là, on a juste envie de le fermer et les designers UX le savent et donc ils nous prennent au piège et pareil, c'est comme les conditions générales de vente. Est-ce que vraiment vous pouvez me jurer que vous avez toujours lu toutes les Oui. bravo à oui, vous. j'ai plus de 18 ans. Oui, pardon. Donc voilà, c'est ça. Après, il y a des exemples en fait déjà sur le NFT. Il y a le cas de Vivi, qui est une application de collection NFT mobile qui est ultra simple d'accès. Elle a plus d'1 million de téléchargements aujourd'hui. On considère presque pas que c'est du NFT parce que le NFT est vraiment en tant que layer technique. L'utilisateur, il a pas de clé à manipuler, il sait même pas que c'est un crypto wallet derrière. Et ils ont un succès majeur. Et on en entend très peu parler parce que c'est presque pas associé à du NFT, mais c'est du NFT technique. Ils sont sur GoChain, qui est aussi une blockchain éco-responsable. Ils ont une approche low-tech, user-friendly, et ça leur a permis de développer une énorme base d'utilisateurs et aussi de signer des licences majeures. Ils ont Marvel, ils ont Batman, ils ont Back to the Future. Donc pour moi, c'est un peu l'avenir du NFT à court terme, tant qu'il n'y aura pas d'outils simples pour manipuler soi-même et détenir soi-même ses clés, et qu'il n'y aura pas de l'éducation qui sera faite autour de ça, on passera par plus de centralisation et plus de facilité d'accès, et je pense que ça sera ça la prochaine grande étape qui permettra et du coup le NFT sera plus une couche technologique on va dire sous-jacente et moins mise en exergue, et on va dire que la promesse de la décentralisation en tout cas à court terme je la vois pas vraiment s'imposer parce qu'il y a trop de freins pour cette adoption, et pourtant il y a trop aussi de moyens qui ont été mis pour pas que ça aille vers du mainstream, donc moi je vois le marché comme ça. De toute façon, je pense que t'as inévitablement raison, parce que d'ailleurs c'est l'exemple classique qu'on prend avec OpenSea. OpenSea, je veux dire, je reprends évidemment, vous l'avez sans doute vu passer, hein, le cas de ce gars qui s'est fait voler des NFT sur OpenSea et qui est allé pleurer auprès de OpenSea. Et OpenSea, il a dit, bon d'accord, voilà, je déclare que ces NFT sont volés. Alors que donc en fait, c'est lui finalement de fait l'intermédiaire, hein, tu vois. Et c'est lui de fait la plateforme, quelque part. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, en tout cas, c'est un fait. C'est un fait que le marché du NFT, il a une centralisation qui est sur OpenSea à l'heure actuelle. Mais ça va, même si c'est en train d'évoluer, hein, je dis pas, c'est pas, mais de fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et d'ailleurs, si on reprend aussi l'exemple de Moxie Marlin Spike, qui est alors Moxie Marlin Spike, je sais pas si vous vous souvenez, il avait minté un NFT. Alors il avait fait des petites DApps, il s'était un petit peu amusé avec ça, et il avait fait des NFT, et ces NFT avaient une propriété très très amusante, qui était de ne pas s'afficher de la même manière selon où vous le regardiez. Excellent. C'est-à-dire il avait fait un NFT qui s'affichait, il s'affichait d'une certaine manière. Alors c'était comment dire, c'est des motifs circulaires un petit peu abstraits comme ça. Ça se fait d'une manière sur OpenSea, ça se fait d'une manière sur une autre plateforme, et si vous le regardiez directement dans votre wallet, ça faisait un gros caca. C'est comme l'emoji caca. Ah oui, ok. Voilà, c'est l'emoji caca, je pense que ça parle, effectivement. Oui. Dès que tu parles d'emoji caca, tout de suite, on voit tout de suite. Voilà, donc les titres, souvent, c'était Moxie Marlin Spike fait un NFT caca. En fait, non, il fait pas un NFT caca, il fait un NFT variable en fonction du truc. Bon, ça, en fait, son NFT a été désactivé par OpenSea, c'est-à-dire qu'il existait toujours le NFT, hein, évidemment, mais il était plus visible sur OpenSea à un moment donné, parce que il trouvait ça, peut-être pas Charlie de faire un emoji caca, je sais pas. Et bon, voilà, il y a donc cette recentralisation qui est un petit peu inévitable, parce que c'est aussi une question de responsabilité, si tu veux, c'est-à-dire que enfin, vas-y, pardon. Tu veux dire quelque chose? C'est vrai, mais ce qui est rassurant quand même, c'est que pour autant, ils peuvent juste bloquer. C'est comme les NFT volés, ils peuvent les déclarer volés juste sur OpenSea, mais ils restent dans le wallet du hacker ou de la personne qui les a volés. Et moi, je trouve ça rassurant, sûr, quasiment. Ils n'ont pas la main pour aller sur la blockchain pour écrire voler. C'est ça. Ouais. Alors, ça reste quand même rassurant, en tout cas en termes de promesses et on va dire la blockchain, c'est presque ce qui est rassurant, c'est que quand quelqu'un, on va dire, arrive à prendre des actifs, et souvent c'est par du social engineering, ça va pas être par un hack de la technologie, hein. Très souvent c'est on manipule une personne, on lui envoie, on joue de sa crédulité ou de son manque de savoir-faire technologique, on arrive effectivement à mettre la main sur des crypto assets qui devraient pas nous appartenir, et derrière il y a quasiment rien à faire. Alors c'est à la fois un problème, c'est vrai, c'est à la fois
un gros problème pour, on va dire, que ça passe mainstream, parce que ça montre bien que beaucoup de gens ne sont pas prêts au niveau éducation pour ce marché-là, mais ça montre aussi que la blockchain est quelque chose de pérenne, de traçable et d'indépendant. Et après, c'est vrai que les écosystèmes ou les applications qui construisent dessus ont toujours possibilité d'intervenir, et ça, après, on va dire, voilà, pour moi, ça me choque pas plus que ça, on va dire, mais c'est vrai que la centralisation est souvent ailleurs, et c'est souvent sur les DApps qui vont, elles, venir se plugger sur la blockchain, où il peut y avoir un problème de centralisation. Voilà. Oui, et puis des problèmes de bugs aussi, parce que Ouais. tu disais qu'il y a beaucoup de social engineering, et c'est parfaitement vrai, hein, c'est la grosse masse du truc, mais chaque smart contract étant un logiciel, ni plus ni moins, ils sont aussi sujets à des bugs, ils sont aussi sujets à des vulnérabilités. Ces vulnérabilités, en général, elles se payent cash au sens propre. C'est-à-dire que le hacker qui arrive à exploiter la vulnérabilité, il peut exploiter du cash. Il y a eu le cas de... je ne sais plus, Wormhole, je crois que ça s'appelle, tout dernièrement, la boîte de transfert là qui s'est fait hacker 300 millions, enfin l'équivalent de 300 millions, voilà. Bon, voilà, c'est des bug bounty, et voilà, c'est une sorte de bug bounty, quoi. Il y en a eu un autre sur OpenSea récemment qui remettait, on va dire, des annonces expirées et qui a permis pendant quelques heures à des petits malins de racheter des Bored Ape ou des CryptoPunks pour quelques Ethers, là où ils se vendent aujourd'hui 50 ou 100 Ethers. Et OpenSea a eu cette fameuse phrase que tous les développeurs ont: "It's not a bug, it's a feature." Et ça nous a fait assez rigoler, parce que c'est la phrase de mon CTO. Donc voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de ce type-là, mais j'ai envie de dire, c'est comme ça aussi qu'on apprend, et on fait de plus en plus attention à vérifier son code, et ça peut exister dans n'importe quel logiciel, et donc tout à fait, ouais. Mais oui, absolument. Non, mais c'est ça, c'est qu'il faut voir aussi que, tout ça, c'est quand même encore assez jeune, donc il y a beaucoup de travail, je pense, pour effectivement rendre ça plus sûr, pour qu'il y ait plus de gens qui soient capables de pondre du code et de vérifier le code de ce type, déjà. Et puis aussi, je pense qu'il y a peut-être du boulot aussi pour rendre ça plus facile d'interaction, si tu veux, parce que on dit qu'il faut des intermédiaires, parce que finalement, les intermédiaires pour le grand public, ça va être nécessaire, quoi, tu vois. Mais ce qui serait cool, c'est que ces intermédiaires, ils puissent changer facilement. C'est-à-dire qu'on soit pas, c'est ça. Que ce soit plus facilement de changer d'intermédiaire, plutôt que parce que partir de Facebook pour aller ailleurs, c'est assez compliqué. Ce serait bien que partir d'OpenSea pour aller ailleurs, ce soit beaucoup plus simple et qu'il y ait beaucoup plus d'offres. En fait, c'est ça le truc, puisque les maîtres mots, je pense, de blockchain, excusez-moi de monopoliser la parole, c'est, tu vois, c'est pérennité et interopérabilité, j'ai l'impression quand même. Mais pour le coup, ça, pour bien être pratiqué, on va dire, toutes ces expériences d'interopérabilité, quand on est sur une blockchain donnée, c'est quand même relativement le cas. C'est-à-dire que il y a des bibliothèques JavaScript qui permettent d'implémenter rapidement, de connecter rapidement à un wallet sur un site web, et on peut vraiment se connecter à beaucoup d'apps Web3 en quelques clics. Et pareil, quand on crée un smart contract sur OpenSea, aujourd'hui on peut assez facilement l'importer sur une autre marketplace qui est basée sur la même blockchain. Et ça, on va dire, au niveau de l'interopérabilité au sein d'une même blockchain, c'est assez respecté, on va dire. Donc ça, c'est assez simple, on va dire. Sur OpenSea, on peut importer des smart contracts qui ont été déployés ailleurs de manière assez automatique et assez simple, et inversement sur d'autres marketplaces. Maintenant, pour moi, l'interopérabilité va être le challenge va être aussi entre les différentes blockchains, donc via des bridges, et c'est vrai que consolider ce marché qui est morcelé sur plein de blockchains différentes, avec plein de protocoles différents et plein de types de NFT différents, c'est là où ça va être le challenge, parce que des gens ont investi de la valeur sur certaines blockchains, mais on va dire que dans un avenir plus lointain, il paraît peu probable que on garde une quinzaine de blockchains avec chacun, on va dire, leur crypto-actif, et voilà. Et donc il y a encore beaucoup de challenges. Il y a aussi le challenge de savoir si le NFT que j'achète, qui peut être minté et puis qui peut être sur une collection absolument bien déployée, mais n'existe pas par ailleurs. Et ça, il n'y a aucun protocole qui vérifie que si je crée une collection sur Tezos et 6 mois plus tard, je la crée sur Flow ou sur Solana avec les mêmes métadatas, je la vende au même prix, voire même plus cher, il n'y a pas de vérification que ce NFT n'a pas déjà été émis ailleurs. Et ça, pour moi, c'est un vrai point bloquant. Il y a des boîtes qui travaillent là-dessus, évidemment, mais ça sera technologiquement assez dur
de vérifier l'unicité des NFT émis sur les différentes blockchains et même au sein du même blockchain en réalité. Donc c'est vrai qu'il y a encore des challenges, mais bon, bah, tant mieux, ça veut dire qu'il y a encore du boulot et encore des projets à créer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur comment va se dessiner le NFT demain et enfin la blockchain et toutes ces grandes questions-là sont pas encore adressées aujourd'hui. Justement, j'ai presque envie de rebondir pour initier une conclusion à notre échange sur ce que tu es en train de dire. C'est toujours difficile de demander à quelqu'un, en particulier sur un podcast, de sortir sa boule de cristal et de nous dire ce qui va arriver demain. Malgré tout, alors j'imagine que t'as des espérances, des ambitions, et puis peut-être qu'il y a aussi des choses que tu entreaperçois de manière très pragmatique. Comment tu vois cette actualité autour des NFT en 2022, dans les années à venir? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir dans ce domaine-là, selon toi? C'est assez dur à dire parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses enfin tout va tellement vite d'une semaine sur l'autre sur ce domaine-là. Il y a des nouveaux types de projets. On voit sortir de nouveaux buzzwords ou de nouveaux, en tout cas, de nouveaux modes. Il y a les DAO qui sont vraiment à la mode en ce moment et elles ont, on va dire au niveau philosophique et conceptuel, c'est assez intéressant de ce qu'elles peuvent porter. Donc DAO, c'est pour Decentralized, le A, Autonomous Organizations. Donc c'est un petit peu des organisations décentralisées où on va pouvoir via des tokens de gouvernance voter pour l'avenir de ces organisations et notamment sur la partie gestion des fonds pour développer des projets. Racheter Dune, racheter un exemplaire de Dune. Je crois que même il y avait une DAO pour acheter un des exemplaires de la Convention américaine parce qu'il y avait une vente aux enchères, ils sont pas passés. Ouais. Voilà, c'est de la Constitution. Ils sont pas passés très loin, mais je crois qu'ils ont échoué. Mais ce qui était bien. Avec la confusion, hein, parfois, je reprends l'exemple de Dune qui laissait imaginer les porteurs du projet qu'ils pourraient intervenir sur quelque part la propriété intellectuelle. Là, on rebondit sur les conditions que tu définissais tout à l'heure sur ces technologies-là, sur lesquelles il y a aussi parfois beaucoup d'incompréhension autour de ce qu'on peut faire de la propriété d'un NFT, par exemple. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour moi, ce qui est certain, alors là, je peux pas parler d'échéance parce que c'est vraiment dur à dire quand ça interviendra, mais pour moi, la blockchain et les NFT, c'est ce qui régira plus tard les certificats de propriété. On peut penser au cadastre, aux propriétés de biens immobiliers, on peut penser à et c'est des choses qui permettront d'accélérer les processus d'acquisition, de réduire les frais de notaire, de être moins dépendant d'intermédiaires de confiance quand on va faire des apports pour son projet immobilier. Également pour tout ce qui est certificats et documents d'identité, acte de naissance, carte d'identité, passeport, diplôme, tout ça pour moi c'est évident qu'un jour ce sera sur la blockchain et via des protocoles à preuve de divulgation nulle, donc ce qu'on appelle les ZK, Zero Knowledge Proof Protocol, on pourrait même, sans communiquer ces documents confidentiels, faciliter les processus administratifs, les votes. En gros, je m'inscris, on me demande aujourd'hui ma carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire, je pourrais donner l'information nécessaire sans pour autant donner une image de ma carte ma carte d'identité. Pour tout ce qui va être, on va dire, KYC, c'est ce qu'on s'appelle Know Your Customer, c'est pour vérifier que quelqu'un est vraiment une personne qui existe et pour vérifier, pour créer un compte dans une société, souscrire à un certificat d'assurance. Pour moi, les assurances demain aussi seront automatisées via la blockchain. Et surtout, l'avantage de ces protocoles sans divulguer d'informations confidentielles, quand on se met dans l'optique de tout ce qu'on va pouvoir faire et tout ce qu'on peut déjà faire en termes de fausse identité, deepfake, etc., pour moi, c'est indispensable d'avoir ce type de protocole et d'automatiser les choses. Et évidemment, dans la promesse du grand métaverse, aujourd'hui on en est très loin, d'avoir des assets et de pouvoir changer d'identité via des avatars et avoir des tokens non fongibles pour divulguer ou pas certains types d'informations et pour interagir avec des expériences. Et là, je parle quand même beaucoup plus loin, je parle plutôt à 5-10 ans pour le grand métavers indépendant et interopérable, ou en tout cas ce qui sera plutôt en termes de technologie. Je pense que la blockchain et les NFT sont les formats qui s'imposeront. Mais voilà, je parle encore à assez long terme, mais en tout cas, je pense que c'est des sujets passionnants et que le Web3 va permettre quand même de nous rendre beaucoup plus maîtres de nos contenus et de nos data.
et qu'on pourra, si on veut, les trader contre des valeurs, mais ce sera nous qui en bénéficierons directement et on pourra beaucoup mieux, on va dire, choisir ce qu'on divulgue ou pas et contre quoi. Et ce sera plus une partie intermédiaire qui prendra cette valeur-là pour nous et qui en fera un peu ce qu'elle en veut. Et puis c'est ainsi qu'on reçoit 40 newsletters où on ne s'est jamais inscrit et puis que on se rend compte que Google ou Facebook nous connaît mieux que nous-mêmes en nous proposant des publicités, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui aussi interviendra. Il y a le navigateur Brave qui existe depuis quelques années, qui a déjà un crypto wallet intégré et qui justement a cette promesse-là justement de ne pas divulguer de données sensibles ou de données personnelles, ou alors si on en divulgue, on gagne des points Brave et puis en gros on touche directement une crypto-monnaie qui nous permettra de rentabiliser en tout cas toutes ces datas qu'on transmet à des tiers. Il y a un cas d'usage, j'en parlais avec Guillaume Poggiaspala l'autre jour, et c'est peut-être une très mauvaise idée de ma part, mais n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour la pérennité d'un patrimoine vidéoludique, on puisse imaginer que beaucoup de ressources qui sont liées à des joueurs puissent être exportées et stockées sur de la blockchain sous la forme de NFT? Je peux prendre l'exemple d'une série de personnages, moi qui ai passé plusieurs années sur un jeu comme World of Warcraft. Je voudrais aujourd'hui conserver la propriété et l'héritage quelque part du patrimoine vidéoludique qui est lié avec donc les personnages, leurs équipements, etc. Mais évidemment tout ça dépend de la mise à disposition des serveurs par Blizzard. Si je voulais espérer demain pouvoir, si jamais Blizzard l'autorise ou y est forcé par la loi, installer mes propres serveurs pour faire tourner World of Warcraft chez moi et donc réutiliser le personnage que j'ai enregistré, est-ce que tu penses que ça c'est une utilisation qui serait pertinente? Faut vraiment faire un exercice de pensée, hein, parce qu'il y a beaucoup de bémols à ce que je cite, mais est-ce que tu vois l'intérêt de ce type d'usage, toi, de ton côté? Moi, je vois l'intérêt. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de freins à ce que cette vision devienne possible, mais effectivement... Déjà, jamais ils voudront le faire, déjà. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est un peu le rêve de quiconque de se dire, voilà, tout ce que je crée, mais au sens large, hein, la création au sens large, puisse être archivé, traçable et réutilisable. Et c'est un peu l'idée du NFT, c'est un peu ça au début, c'est de se dire, bon, je crée des contenus, je suis créateur de contenu, je suis designer, graphiste, qu'importe, j'ai un moyen de percevoir des revenus de mes créations sur le long terme et de rendre un actif que j'ai créé virtuel, on va dire, pérenne et traçable, et je peux générer des revenus, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que je vends ça à un client, le client le revend, il dépasse la licence, j'ai aucun moyen en fait de tracer, j'ai aucun moyen de percevoir les fruits de mon travail, alors que dans le monde réel on aurait des outils pour aller poursuivre ou pour aller en tout cas traquer tout ça. Et puis surtout dans le monde réel on peut pas encore faire copier-coller. Si je vois une très belle voiture dans la rue, je peux pas faire copier-coller d'une Porsche malheureusement, alors que sur internet je peux très bien prendre une publication de je ne sais qui de sa Porsche et de la mettre sur mon Instagram en disant c'est la mienne. Celle de Guillaume Poggiaspala. Voilà, celle de Guillaume. Donc voilà, pour moi c'est aussi l'intérêt de ce format-là, c'est de rendre aussi de rendre la valeur à la partie création, et que ça soit une création dans le cadre d'un jeu vidéo, dans le cadre d'une histoire que j'ai créée, dans n'importe quel cadre, mais en tout cas de pouvoir récupérer cette valeur-là et puis de la tracer et puis et que les garantir la pérennité aussi. Garantir la pérennité et puis développer tout ça, quoi. Bon, c'est passionnant. Guillaume, est-ce que tu penses qu'on a des questions ou des points qui mériteraient d'être abordés pendant qu'on a encore la chance d'avoir Simon face à nous dans cette conversation audio? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés et qui nécessiteraient? Je pense qu'on a abordé déjà pas mal de points. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on discute. On va essayer de pas faire 2 heures, même si on pourrait largement. Mais on pourrait. Le truc, si tu veux, c'est que technologie. Bon, moi, si tu veux, je vois ça comme une technologie. Comme toutes les technologies, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Bonne, mauvaise, tout ça. Bon, il y a des faiblesses, il y a des trucs à corriger, à travailler, comme d'habitude en fait. Hein. Ouais. Et en fait, c'est juste une boîte à outils de technologie comme ça qui s'enrichit. Donc de ce point de vue-là, moi, je trouve ça intéressant de toute façon. Le truc, c'est que dans ce domaine-là, en fait, c'est d'autant plus intéressant qu'on écarte toutes les questions de financiarisation, parce que en fait, les cryptos peuvent tout financiariser. On parle dans le jeu vidéo, là, on parle beaucoup de play to earn.
Bon, moi, c'est quelque chose qui me repousse, qui me rebute, perso, mais... Philosophiquement, déjà, de base. Philosophiquement, parce que voilà, en gros, c'est financiariser tout. Moi, j'espère effectivement que... parce que, en fait, je suis plutôt, évidemment, pour le fait de pouvoir tracer enfin, tu vois, la possession des créations numériques, pouvoir avoir des interopérabilités, évidemment, reprendre le contrôle sur les données, tout ça. Moi, évidemment, je suis très réceptif, il y a pas de souci. Et après, il faut voir que forcément, il y a une financiarisation qui vient avec ça. Il y a énormément de fric dans le domaine des cryptos et des NFT, et que ça pollue énormément, en vérité. C'est parce qu'il y a autant de fric que il y a autant de... Enfin, c'est dommage en fait qu'il y ait autant de fric. Personnellement, je trouve ça corrompt un petit peu tout ça, alors que c'est quand même un domaine qui peut être intéressant en soi, quoi, pour d'autres usages, quoi. Mais bon. Donc ouais, moi en fait, si tu veux, tant qu'on parle pas de financiarisation à outrance de tout et n'importe quoi, je suis plutôt bien disposé, quoi, tu vois. Après, il faut bien voir que ton personnage de truc, ton personnage de jeu de rôle, ce serait très cool que tu puisses le transférer d'un truc à un autre. Après, ce serait pas gratuit parce qu'il faudrait quand même le minter, donc il faudrait payer du gaz. Bon, évidemment, voilà, faut voir un petit peu ce que ça implique. Mais bon, à la limite, pourquoi pas, ce serait très cool. Mais tu peux aussi le revendre, tu vois. Donc il y a toujours forcément ce truc-là qui vient un petit peu. Moi, donc, si tu veux, dans le principe, je suis très pour tout ça. Après, en pratique, bon, dans le jeu vidéo et ailleurs, évidemment, je continuerai à regarder ça d'un œil assez critique, quoi, parce que moi, j'ai pas envie, si tu veux, que tous les jeux deviennent comme Axie Infinity. Je sais que ça existe, je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne, et j'ai pas du tout envie que les jeux vidéo deviennent majoritairement comme ça, parce que c'est des questions de pognon, quoi, tu vois, voilà, c'est tout. C'est quand on parle tu parlais de conservation du jeu vidéo. Là, tu parlais de la conservation de ton histoire du jeu vidéo. Oui, de ton histoire, pas du jeu vidéo en lui-même. Pas du jeu vidéo, parce que... Ce qui est une très faible composante du jeu vidéo. Ouais, parce que Konami, il a quand même dit, on va continuer à faire des NFT pour préserver la mémoire de machin. Ouais. Je veux dire, tu fais des NFT, les NFT, ils contiennent pas de données, donc tu préserves pas le patrimoine, parce que ça contient pas de données. Donc il y a beaucoup, malheureusement, voilà, c'est encore ça, c'est utilisé encore beaucoup pour faire du pognon. Et c'est dommage, en fait, parce que ça a beaucoup plus de potentiel que ça, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus général que ça, quoi. Donc, moi, j'espère effectivement que, voilà, on est un peu à la croisée des chemins, parce que, voilà, le Web3, c'est hyper... Il y a énormément de comment dire, c'est extrêmement à la mode. Bon, on va voir comment ça va évoluer, en fait. Ça pourrait évoluer de manière très intéressante et hyper utile. Malheureusement, ça pourrait aussi évoluer de manière hyper financiarisée et beaucoup plus... Enfin, tu vois... beaucoup moins sympatoche, quoi. Comme beaucoup de ressources technologiques, malheureusement. Oui, c'est une banalité, évidemment. Ça pourrait être bien ou mal. Ah ouais, ça, bravo, merci pour ton Guillaume, expertise. Merci pour ton analyse. Bon, écoute, non, en tout cas, c'était hyper intéressant parce que nous, l'ambition et quelque part, je pense, qui nous excitait à pouvoir échanger avec toi, Simon, c'est que t'es un acteur impliqué professionnellement, commercialement derrière le sujet, et en même temps, tu abondais dans nos échanges sur beaucoup d'éléments qui sont relayés dans Tech Café. Donc pour nous, c'était hyper intéressant de pouvoir consacrer un petit peu de temps avec toi pour échanger dans le cadre d'un épisode sur le sujet des NFT. Est-ce que du coup, en conclusion, il y a un truc qui te vexerait de ne pas avoir abordé ou sur lequel tu voudrais insister avant qu'on se quitte? Pas particulièrement, je pense qu'on a parlé d'à peu près tous les sujets. Après, c'est vrai que ça pourra faire l'objet d'autres discussions, mais tout ce qui va être relatif à l'usage de ces NFT dans le cadre de ce qu'on appelle le métavers pourrait être intéressant d'aborder, peut-être si vous êtes un hors-série sur le métavers et que vous voulez avoir ma perception des choses, je serais vraiment ravi d'échanger avec vous là-dessus. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Moi, je suis plutôt très enthousiaste, un grand enthousiaste, un grand rêveur de ce que pourra devenir et ce que pourra offrir le Web3 et les promesses qu'il offre déjà aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner les usages via notamment aussi les NFT. Je rejoins Guillaume sur certains points. Effectivement, et je l'ai souligné, je pense que le marché d'aujourd'hui n'est pas le marché de demain. Pour autant, je pense pas que les gens qui soient des enthousiastes aujourd'hui soient tous uniquement là pour l'aspect
financier et pour l'aspect justement rajouter des mécaniques financières à tout, même si ça fait partie inhérente du marché, et comme souvent sur ces marchés dans lesquels on fonde beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de flux financiers, d'investissements qui se font et qui peuvent un peu, en tout cas, si ce n'est dénaturer, en tout cas peut-être créer des écosystèmes qui sont pas forcément centrés sur les usages de demain. Mais je pense que c'est aussi ce qui va motiver beaucoup de gens à s'investir sur le secteur, des esprits créatifs et innovants, et ça sera pour le bien dans les mois et années à venir. Et je pense qu'on a des très belles choses à voir sur ces projets-là. Voilà, c'est juste ça. Nous, par exemple, on travaille encore une fois avec les clubs de football sur un gros projet sur tout ce qui est fan engagement. On va créer des avatars virtuels de supporters qui donneront à des accès, on va dire, à des expériences fans dans le monde réel, et qui seront aussi des avatars prêts pour le métavers de demain. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, et on essaiera de le faire de la manière la plus pérenne possible, et puis la plus saine possible. On va pas essayer d'aller voilà, on va essayer de faire des choses qui sont cohérentes en termes de valeur par rapport à la valeur non seulement perçue, mais la valeur réelle qu'on obtient avec ces expériences-là. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de projets, et il y en a déjà beaucoup, de projets très sains et qui amènent une vraie valeur à la fois par la technologie et par aussi les expériences qui vont être offertes. Et je te rejoins cette fois, toi Guillaume, par rapport au fait où tu disais que ça pouvait passer hors du NFT, mais le NFT a aussi eu ce bienfait-là de permettre à des organismes, à des clubs, à des artistes d'être plus créatifs sur ce qu'ils peuvent offrir comme expérience à leurs fans, parce que via ce format-là, ils se sont dit tiens, pourquoi on créerait pas des expériences exclusives, et ils le faisaient pas avant. Donc oui, ils auraient peut-être pu le faire autrement, mais ils le faisaient pas forcément. Non mais alors j'avoue effectivement, je veux dire, il y a une dimension sociologique au NFT complètement. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'ignorer parce que je suis un gros asocial, tout simplement. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'intégrer dans l'équation. Pourtant, c'est vrai qu'il y a clairement un effet de communauté qui se crée, il y a un effet social qui est... Ouais, on a presque l'impression que les NFT, c'est une forme de ces réseaux sociaux. Comme OpenSea, c'est une forme de réseau social aussi, quoi, tu vois, quasiment. Et bon, ça, c'est vrai que j'ai tendance à passer dessus un peu vite parce que, bon, moi, ça me parle pas vraiment et c'est vrai que j'ai du mal à l'intégrer. Mais c'est vrai. Merci infiniment Simon du temps que tu nous as consacré. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous écoutent où on peut te retrouver ? Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn ou sur Simon Ram. Vous pouvez taper rarecubes, rarecubes.com, et on lance un gros projet qui s'appellera avatars.com. Donc c'est un projet autour de l'identité virtuelle et justement on va dire des avatars qui pourront vous représenter dans les univers expérientiels dans le futur. Donc voilà. Merci beaucoup Simon. Vous verrez d'ailleurs dans les commentaires, il prend la parole Simon d'ailleurs sur LinkedIn, sur des publications tierces où il refroidit lui-même les ardeurs. Donc je pense que vous retrouverez une forme de cohérence entre son discours et ses prises de parole publiques sur d'autres médias. Beaucoup de transparence et à mon avis de lucidité. Je pense que c'est très bien. Moi j'approuve, j'applaudis. Merci. Et c'est ce qui fait que c'était d'autant plus appréciable d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Bon Guillaume, même question quand même. Est-ce que cette fois-ci, tiens, peut-être c'est une exclusivité ça. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, pas encore un NFT, mais dans 5 ou 10 ans peut-être, on va savoir. On attend ça avec impatience. On réinvitera Simon à cette occasion. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Bien entendu, tout Tech Café est sur techcafé.fr. Il y a même un serveur Discord qui permet d'échanger entre vous et avec nous. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode ou sur techcafé.fr. Et puis, je vous rappelle, c'est important que Tech Café est soutenu très activement par vous. Oui, vous les auditeurs. Pour tout savoir, le plus simple, c'est d'aller sur patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les infos sur le fonctionnement, sur ce que ça vous apporte et sur ce que nous, ça nous apporte évidemment. Qui vous apportons donc Tech Café chaque semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours maintenant pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.